Lundi soir, Donald Trump avait une frappe contre l'Iran planifiée pour le mardi matin, l'ordre était prêt. Et puis des dirigeants du Golfe l'ont appelé, et il a suspendu l'attaque. Ce qui se passe en ce moment ressemble à la séquence la plus dangereuse depuis le cessez-le-feu du 8 avril. Un accord de paix est peut-être à portée de main. Et simultanément, une nouvelle offensive américaine contre l'Iran n'a jamais été aussi proche. Reprenons la chronologie de ces dernières 48 heures. Dimanche, Trump publie sur Truth Social que, pour l'Iran, le temps presse et les Iraniens feraient mieux d'agir rapidement, sinon il ne restera plus rien d'eux. Une menace d'anéantissement. Lundi matin, il annule la frappe prévue pour le mardi en expliquant avoir été contacté par des dirigeants du Qatar, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis qui lui ont dit se rapprocher grandement de trouver un accord. Et il déclare devant la presse à la Maison-Blanche « C'est une évolution très positive des discussions. Si nous pouvons faire ça sans leur balancer des bombes à tout va, j'en serais très heureux. » Mardi, il se contredit. Il dit aux journalistes « J'espère que nous n'aurons pas à faire la guerre, mais nous pourrions devoir leur porter un autre coup important. Je ne suis pas encore certain, vous le saurez très bientôt. » Et il donne un calendrier. Je parle de 2 ou 3 jours, peut-être vendredi, samedi, dimanche, peut-être au début de la semaine prochaine, une période limitée. Un accord dans les jours qui viennent, ou une frappe dans les jours qui viennent. Les deux options sont sur la table. Simultanément, c'est la diplomatie Trump. L'Iran, de son côté, envoie des signaux symétriquement contradictoires. La diplomatie iranienne a annoncé lundi avoir répondu à une nouvelle proposition américaine. Elle a répété ses exigences, déblocage des avoirs iraniens gelés à l'étranger, levée des sanctions. Le Qatar a annoncé que les efforts diplomatiques nécessitent plus de temps pour aboutir. Et les responsables militaires iraniens durcissent le ton. Le chef du commandement des forces armées Ali Abdollahi Aliabadi a déclaré que les forces iraniennes ont le doigt sur la gâchette, mettant en garde les États-Unis et leurs alliés contre toute erreur stratégique et de calcul. Le porte-parole de l'armée iranienne Mohammad Akraminia a prévenu que l'Iran ouvrira de nouveaux fronts en cas de nouvelle attaque américaine. Et le vice-président iranien Mohammad Reza Aref a déclaré le 14 mai lors d'une réunion avec le cabinet du président « Le détroit d'Ormuz est à nous ». Sur le nucléaire, qui était le cœur du désaccord, la position américaine était connue. Selon l'agence Fars, Washington exige que l'Iran ne maintienne qu'un seul site nucléaire en activité et transfère son stock d'uranium hautement enrichi aux États-Unis. Washington a également refusé de débloquer ne serait-ce que 25% des avoirs iraniens. Des conditions que les médias iraniens qualifient d'excessives. Et pendant ce temps, le CENTCOM affirmait mardi, devant la commission des forces armées de la Chambre des représentants, que l'opération Fureur épique avait considérablement affaibli les capacités de l'Iran en matière de drones, tout en détruisant 90% de sa base industrielle de défense, garantissant ainsi que l'Iran ne pourra pas les reconstituer avant des années. Une affirmation que Le Monde avait contredite la semaine précédente, rappelant que selon des responsables du renseignement américain cités par le New York Times, 30 sites sur 33 étaient déjà à nouveau opérationnels. Et pendant que Trump suspend et menace, l'Iran crée un fait accompli permanent. Le détroit d'Ormuz est en train de changer de statut. Ce n'est plus une voie maritime internationale temporairement bloquée. C'est une infrastructure de pouvoir que Téhéran est en train d'institutionnaliser. Lundi 18 mai, les autorités iraniennes ont révélé que la nouvelle instance de contrôle du détroit d'Ormuz serait désormais dotée d'un compte sur le réseau social X, une façon de signifier que cette emprise est appelée à durer. Ebrahim Azizi, chef de la commission parlementaire sur la sécurité nationale, a déclaré mardi « Cette position restera à jamais sous le contrôle et la gestion de la nation iranienne. L'Iran ne parle plus de fermer le détroit comme mesure de guerre. Il parle de le gérer comme une ressource nationale permanente. Le général Akraminia l'avait dit la semaine dernière. Le contrôle du détroit pourrait même doubler les revenus pétroliers de l'Iran. Après la fin de cette guerre, il n'y aura plus de retour en arrière. » L'OTAN, de son côté, réfléchit mais n'agit pas encore. Son commandant suprême en Europe, le général américain Alexus Grinkewich, a déclaré mardi « Est-ce que j'y réfléchis ? Absolument, mais il n'y a encore aucune planification tant que la décision politique n'a pas été prise. » Il a noté que plusieurs membres de l'Alliance, Belgique, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni,
envoie des navires dans la région. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il est dans notre intérêt de garantir la liberté de navigation dans les eaux internationales, a-t-il dit. Mais l'impulsion politique viendra en premier, la planification formelle, ensuite, et le retrait de 5000 militaires américains d'Allemagne, annoncé récemment par Trump, n'a pas d'impact sur la capacité de défense de l'OTAN, assure-t-il. Une affirmation que beaucoup en Europe contestent. Le G7 Finance s'est réuni 2 jours à Paris. À l'issue de leurs travaux, les ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales des 7 économies avancées, Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, ont appelé à la réouverture du détroit d'Ormuz. Le ministre français Roland Lescure l'a souligné publiquement. Et le coût de la dette à long terme de l'État américain vient d'atteindre son niveau le plus élevé depuis 2007. Le rendement à 30 ans des emprunts américains évoluait autour de 5,18% mardi, contre 4,61% avant le début du conflit. Et en France, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé qu'il envisageait de revoir les 6 milliards d'euros de gel de crédit prévus à la mi-avril pour compenser l'impact de la guerre. C'est une guerre et je pense que les 6 milliards d'euros que nous avons documentés devront être remis à jour, a-t-il déclaré à l'Assemblée nationale. Le CAC 40, lui, repassait au-dessus de 8000 points mardi à la bourse de 0,90%. Les marchés saluant le renoncement temporaire à une frappe. Le Brent perdait 1,55% à 110,36 $. Le WTI tombait d'1,07% à 107,50 $. Et pendant ce temps, au Kenya, une grève nationale des transports entre dans son 2e jour. Des affrontements ont eu lieu. Le Kenya dépend fortement des importations de pétrole en provenance du Golfe. La flambée des prix à la pompe, décrétée le 14 mai, a déclenché la mobilisation. La Commission européenne, de son côté, a présenté mardi un plan d'action pour aider les agriculteurs à faire face à la flambée des prix des engrais, eux aussi bloqués par la fermeture du détroit d'Ormuz. Des organisations agricoles avaient appelé à des rassemblements devant le Parlement européen à Strasbourg. Il y a aussi l'événement qui a glacé les diplomates du monde entier ce dimanche 17 mai. Des drones ont pris pour cible la centrale nucléaire de Baraka, aux Émirats arabes unis. Un incendie s'est déclaré à proximité du site. Aucun blessé signalé, aucune hausse de radioactivité. Mais l'attaque d'une centrale nucléaire civile en fonctionnement. Les Émirats ont mené leur enquête et confirmé mardi que les 3 drones provenaient tous du territoire irakien. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Et au cours des dernières 48 heures, 6 drones supplémentaires ont été interceptés par les défenses émirates qui tentaient de viser des zones civiles et stratégiques du pays. La France a condamné avec la plus grande fermeté ces attaques contre la centrale de Baraka et rappelé que les attaques contre des installations nucléaires civiles en fonctionnement mettent en danger leur sûreté. Elle a réaffirmé son soutien indéfectible à la sécurité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des Émirats, partenaires stratégiques. Et Israël, pendant tout ce temps, avance. Selon les calculs du Financial Times basés sur des données géospatiales, Israël s'est emparé d'environ 1000 km² de territoire depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, à Gaza, au Liban et en Syrie. Plus de la moitié se trouve dans le sud du Liban, où les forces israéliennes ont avancé jusqu'à une douzaine de kilomètres pour créer ce que les responsables appellent une zone de sécurité. Le reste est réparti entre Gaza, où Israël occupe désormais plus de la moitié de l'enclave palestinienne, et la Syrie, 1000 km², soit environ 5% des frontières d'Israël de 1949. Et les négociations directes entre Israël et le Liban à Washington ont débouché sur un engagement américain plus important qu'auparavant, selon le Premier ministre libanais Nawaf Salam. Une éventuelle réciprocité dans Kokkia, cité clé, retrait israélien du sud du Liban contre déploiement de l'armée libanaise, est sur la table mais pas encore finalisée. À Téhéran lundi, les autorités ont organisé des cérémonies publiques de mariage collectif pour des couples ayant déclaré être prêts à sacrifier leur vie dans la guerre. Organisées sur plusieurs grandes places de la capitale, ces cérémonies ont réuni des centaines de couples. Elles ont été retransmises par la télévision d'État. Les jeunes mariés ont adhéré au programme dit de sacrifice de soi, en persan Janfada, par lequel ils s'engagent à risquer leur vie, notamment en participant à des chaînes humaines devant des centrales électriques,
Et l'équipe iranienne de football attend toujours ses visas. Elle part lundi pour Antalya, en Turquie, pour un stage de préparation. C'est là-bas qu'elle tentera d'obtenir ses visas américains. Aucun n'a encore été délivré. La FIFA et la Fédération turque sont impliquées. La Coupe du Monde commence le 11 juin. Voilà la question que je vous pose ce soir. Trump a suspendu une frappe au dernier moment parce que des dirigeants du Golfe lui ont demandé de patienter. Il donne 2 à 3 jours, l'Iran dit, le doigt sur la gâchette. L'Iran crée un compte X pour gérer le détroit à jamais. Et des drones frappent une centrale nucléaire émirati. Dans ce contexte, pensez-vous qu'un accord est encore possible dans les jours qui viennent? Ou est-ce que ce conflit est en train de franchir un seuil à partir duquel aucune des deux parties ne peut plus reculer sans perdre la face? Répondez dans les commentaires. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, on se retrouve très bientôt.